Pierre Blanche-Pérez, bonjour. Très heureux également de vous accueillir à la Fondation Jean Jaurès. Votre mandat actuel fait de vous une observatrice aiguisée justement du Front National et de ses stratégies à l'international. Vous êtes présidente de la délégation socialiste au Parlement européen. Et on va tout de suite commencer avec vous. Vous allez nous exposer votre point de vue d'observatrice engagée. À quoi joue le Front National dans les institutions européennes? Est-ce qu'il se sert des institutions européennes pour affaiblir l'idéal européen, par exemple? Je vais vous mettre ma montre sous les yeux, comme ça, pour contrôler votre usage du temps. Voilà. Bonsoir ici, bonsoir Jean-Yves Camus, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je ne sais pas si vous faisiez partie de ceux qui étaient inscrits en mars, lorsque nous avions initialement prévu cette conférence. Mais c'est vrai que dans le choc des attentats de Bruxelles, nous avions, Jean-Yves Camus et moi-même, considéré qu'il n'était pas possible de maintenir la conférence. Jean-Yves Camus était totalement mobilisé par les manifestations de solidarité au titre de la municipalité. Et moi-même, j'étais bloquée à Bruxelles puisque plus aucun Thalys ne circulait. Donc merci d'avoir reconduit l'engagement, pour ceux qui étaient déjà inscrits à ce moment-là. Et un mot peut-être pour vous dire dans quel esprit nous intervenons tous les deux ici ce soir, car comme présidente de la délégation socialiste française, lorsque malheureusement, après les élections de 2014, nous nous sommes retrouvés au Parlement européen dans une configuration, il faut l'avoir en tête, qui préfigurait les résultats qui allaient suivre au moment des régionales. Nous avions parfaitement conscience qu'il ne s'agissait pas que d'un sondage nature, grandeur nature, mais qu'il s'agissait bien de l'installation d'une forme de tripartisme qui devait changer notre façon de regarder cet adversaire politique qu'est le Front National. Et la conviction aussi que le Parlement européen allait devenir une scène sur laquelle cette formation politique interviendrait de manière radicalement différente, car jusqu'à présent, du temps du père et puis au début de la fille, le Parlement européen était utilisé comme une tribune, mais sans exploitation systématique de tous les canaux, de tous les vecteurs que cela permet d'exploiter. Et surtout, la structuration dans un maillage européen n'était pas l'alpha et l'oméga de leur stratégie. Or, aujourd'hui, avec 24 élus en mai 2014, il y a à la fois la structuration des relations dans le Parlement européen lui-même, avec d'autres formations, pour constituer d'abord un groupe, pour pouvoir exploiter tous les outils du Parlement européen. Mais au-delà de ça, il y a la structuration de relations politiques avec des partenaires d'une même stratégie, ce qui peut paraître antagoniste de la part d'un parti extrêmement nationaliste, qui a priori ne veut pas avoir de coopération avec d'autres, mais qui trouve des terrains d'entente. Donc je vais essayer de dire un mot. Et donc, riche de ce poste d'observation, j'ai pensé que pour la famille progressiste en France, c'était important de pouvoir élaborer, construire, fabriquer, observer, riposter, argumenter. Et j'ai trouvé, avec l'Observatoire des radicalités politiques, sous l'autorité de Jean-Yves Camus, une complicité qui nous permet de développer un programme auquel appartient cette conférence ici. Alors, sur la situation des élus du Front National, au Parlement européen, je ne vais pas être trop longue, donc je vais simplement apporter quelques éclairages qui permettent d'identifier quand même quelle est leur stratégie. Au moment des élections, vous avez vu, pendant un an, ils n'ont pas pu constituer de groupe parce qu'il y avait ceux qui ne voulaient pas aller avec eux et ensuite ceux avec lesquels eux-mêmes ne voulaient pas aller, puisque tout ça c'est quand même fait avec une mutation du Front National lui-même où Madame Le Pen voulait dédiaboliser son parti et donc conduire à une certaine lisibilité de son action.
Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, son credo le plus fort est évidemment de rebondir sur l'affaire du Brexit. Ce qui est assez paradoxal, puisque quand elle a voulu venir soutenir, d'abord quand elle a voulu faire partie avec Farage au début du Parlement européen, Farage a refusé, et qu'ensuite Farage a refusé qu'elle vienne faire campagne au Royaume-Uni sur le Brexit. Mais cela n'a aucune importance pour Madame Le Pen, puisque derrière, elle se sert de ce résultat pour demander, et à corps et à cri, l'organisation d'un référendum en France sur le Frexit. Et de la même manière que pour elle, les suites des attentats de Nice seraient réglées en une journée, une sortie de la France de l'Union européenne serait résolue en un mois. Contrairement à ce que les sondages nous montrent, et de ce point de vue-là, je vous invite à regarder l'étude qui vient d'être, l'enquête qui vient d'être menée par la Fondation Jean Jaurès sur le rapport des Français à l'Europe à la suite du Brexit. C'est très intéressant parce que tous les éléments sur lesquels il y avait un attachement sont finalement considérablement renforcés. Et là où on a une difficulté, il faut faire attention à comment est-ce qu'on articule l'argumentation, c'est que Mme Le Pen va considérer évidemment que maintenant que le peuple britannique s'est prononcé pour le retrait, ce retrait doit avoir lieu. Et d'une certaine manière, nous pensons la même chose. Pour des raisons exactement inverses, mais qui conduisent au même résultat. D'un point de vue concret de ce que nous attendons de la négociation. De notre point de vue, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'est ce vote. Or, on va le voir, on a déjà commencé à le voir, et on va le voir jusqu'à la fin des négociations. Il y a un risque qu'on cherche des moyens de contourner ce qu'a été la parole des Britanniques dans ce référendum. Moi, j'étais pour le maintien dans l'Union européenne, du Royaume-Uni, on en parlera peut-être après dans vos questions, mais ce n'est pas ça le sujet. À ce stade, pardonnez-moi de vous interrompre, j'en profite pour mentionner, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, toutes mes excuses, la notice que vous venez de publier justement à la Fondation Jean Jaurès vers une véritable union économique et monétaire, qui est une rencontre européenne du 3 juin 2015. Voilà. Merci. Précision donnée et parenthèse refermée. Oui, mais merci du coup de m'amener exactement là où je devrais aller, qui est que dans l'affaire du Frexit que Mme Le Pen voudrait proposer aux Français, on voit quand même le choc qu'est le Brexit, et ce que montre l'enquête de la Fondation Jean Jaurès, c'est que ce choc aujourd'hui marche. Combien de temps, dans quelles conditions, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, la réaction de la majorité de Français, c'est de considérer que c'est pas bon pour le Royaume-Uni de sortir et qu'il ne faudrait pas faire la même chose pour la France. Or, pour la France, nous sommes encore plus engagés, et donc les conséquences seraient encore plus redoutables, puisque nous ne sommes pas comme le Royaume-Uni, avec ce statut très particulier, en marche, d'une certaine manière, du cœur de l'Union européenne, alors que nous sommes pays fondateurs, pays membres de l'euro, pays membres de Schengen. Sur les autres partenaires de Mme Le Pen, dont il faut dire un mot pour éclairer sa stratégie, je veux principalement dire un mot à propos de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Hongrie. S'agissant de l'Autriche, c'est très intéressant d'observer comment est-ce que Mme Le Pen s'est rapprochée à la fois de Strasse, le chef du parti FPO, et de Hofer, le candidat à la présidentielle. Vous avez sans doute vu qu'elle a été quasiment la première à le féliciter lorsqu'il a été qualifié bien en tête de l'élection au premier tour. Et Mme Le Pen a été la première à dénoncer les tricheries qui avaient conduit à ce que le candidat alternatif l'emporte et à l'annulation des élections. Et on voit qu'il y a pour elle, alors que les relations étaient très compliquées du temps du père, et qu'entre le père et Haider, il y avait des insultes de racisme qui s'échangeaient, avec, entre Hofer, Strasser et Mme Le Pen, il y a au contraire
idée que l'accès au pouvoir est possible, que c'est une vraie démocratie et que l'Autriche pourrait servir de précédent à quelque chose qui pourrait se passer en France. Donc ça, c'est quelque chose où vraiment la proximité au Parlement européen doit être observée avec beaucoup d'attention. S'agissant de l'Allemagne et de Alternative für Deutschland, vous savez que leurs élus ont été exclus du groupe ECR, donc du groupe qui est constitué par les élus de UKIP, de Farage et d'une partie des Polonais. Et à ce moment-là, on a observé un rapprochement entre Alternative für Deutschland, l'AfD, et le Front National, notamment à la suite des dernières élections régionales en Allemagne. Et Alexander Gauland, donc le vice-président du parti, s'est prononcé très favorablement à un rapprochement avec le Front National. Et on voit que pour Madame Le Pen, ça suppose un certain nombre de réajustements, notamment par rapport à Pétiga. Et surtout, la difficulté qu'on observe dans tous ces rapprochements entre Madame Le Pen et ses alliés à l'échelle européenne, c'est qu'en réalité, il y a des sujets sur lesquels on les trouve tout à fait, et ça c'est vrai sur plusieurs formations, enfin plusieurs partis, entre guillemets, alliés à l'échelle européenne, il y a toute une frange des sujets sur lesquels ils ont des terrains d'entente assez faciles, notamment sur les questions de migration. Mais dès qu'on est sur les questions économiques et sociales, ou par exemple de l'appartenance à l'euro, alors là, on a beaucoup plus de mal à trouver les passerelles. Et on retrouve le tiraillement interne au parti qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, hein, sur les questions socio-économiques. Exactement, mais qui se reproduisent tout à fait à l'échelle européenne. Un dernier mot pour ne pas être trop long, sur l'affaire de la Hongrie, parce que ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que au départ, Madame Le Pen et le Front National ont essayé d'attirer le Jobbik hongrois pour constituer un groupe, alors qu'aujourd'hui, finalement, à l'échelle européenne, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement le Jobbik, c'est Orban lui-même. Et d'une certaine manière, après beaucoup des prises de position d'Orban, alors même que le parti d'Orban est encore membre du Parti populaire européen, hein, on voit que de la part de Mme Le Pen, il y a une forme d'argument et de soutien à beaucoup des éléments stratégiques d'Orban, que ce soit à propos d'une dédiabolisation de certaines politiques que nous condamnons absolument, à propos de l'idée de la souveraineté des peuples, ou l'idée que tout ça est le résultat d'une certaine forme de démocratie, puisque c'est le résultat sorti des urnes. Et c'est pour ça que, notamment, on peut entendre des expressions comme quoi M. Orban, de la part du Front National, il considère que M. Orban protège son peuple de l'immigration de masse, du chômage, de l'insécurité, du terrorisme. Et déjà en mai 2015, lors de l'initiative du référendum hongrois sur la question migratoire, le FN avait remercié Viktor Orban de donner la parole à son peuple et demandé aux eurocrates de s'en inspirer. Donc on voit bien que pour Mme Le Pen, la scène européenne dépasse les alliés de son groupe constitué. Je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser mon temps de parole et laisser la parole aux questions. Et je voudrais dire que ce que je viens de dire à propos des Hongrois, d'une certaine manière, on le retrouve s'agissant des Polonais, où là aussi, Madame Le Pen et le Front National développent des liens très soutenus avec les membres polonais, non pas dans son propre groupe, mais du groupe de l'ECR, toujours ce même groupe où siègent les membres du UKIP britannique, et où, lorsque Mme Beata Szydło, le chef du gouvernement polonais, est venue au Parlement européen, dans une espèce de tentative d'explication de la stratégie polonaise, Mme Szydło demandant la pleine souveraineté en échange du plein soutien des fonds structurels européens, et considérant que nous n'avions rien à dire sur aucune des lois qui étaient en place, que ce soit sur la question de la gestion des médias publics en Pologne,
la déstabilisation du tribunal constitutionnel et dénonçant toutes nos réflexions à ce propos comme des ingérences et une attitude arrogante de l'Union européenne, bien évidemment, elle a trouvé le soutien des élus du Front National. Voilà un peu le tableau que nous devons regarder de très près pour bien comprendre quels sont les ressorts sur lesquels nous devons interagir. Étant entendu que pour notre part, nous devons maintenir la pression, et là je parle en tant que responsable socialiste française et européenne, sur ce qui se passe en Slovaquie, où là, s'agissant de M. Fico, qui a dénoncé lui aussi l'accord sur la relocalisation des réfugiés, et a voulu saisir la Cour de justice à ce propos, je crois que l'action que nous menons pour demander la suspension de M. Fico de la famille social-démocrate est quelque chose que nous devons poursuivre inlassablement, même si pour l'instant nous ne l'avons pas emporté dans la grande famille social-démocrate européenne. Mais je crois que c'est le prix si nous voulons en cohérence pouvoir dénoncer ce qui est une dérive extrêmement dangereuse que nous observons à la droite et à l'extrême droite du spectre politique européen. Merci beaucoup pour cette première intervention. On reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Pervenche Berès, pour ces éclairages qui sont très, très stimulants pour notre débat.